tous et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui du management. Alors, premièrement, je tiens à remercier les sponsors, grâce à qui cette conférence est vraiment top, ça plus les organisateurs. Donc, merci à eux. Avant de commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de tous vous lever. Merci. Maintenant, je vais demander à ceux qui ont moins de 40 ans, s'il vous plaît, de vous rasseoir. Donc, si vous avez plus de 40 ans, merci de rester debout. Maintenant, pour les personnes qui sont encore debout, pour celles qui ont un job d'encadrement d'équipe ou de management, je vais vous demander de vous rasseoir. Ceux ou celles. Eh bien, pour ceux qui sont restés debout, je suis désolée de vous annoncer, mais vous avez un peu raté votre vie. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Donc, manager égale réussite. Ah oui, alors, super, parce que justement, je vais pouvoir essayer un truc. On a quelqu'un qui veut poser une question. J'ai envie de l'essayer depuis le début de la conf. Donc, par contre, excusez-moi, je ne sais pas très bien viser. Bonjour, on m'entend bien ? Ouais. Je me permets juste de vous interrompre avant que ça commence. J'ai pas encore 40 ans, j'étais pas debout. J'ai à peine 30 ans, par contre, j'ai pas du tout envie de devenir manager. Je trouve ça un petit peu dur, en fait, de commencer... Merci. Je trouve ça un petit peu dur, en fait, de commencer en disant ça. Pourquoi est-ce que je vais rater ma vie, en fait ? En fait, quand on vous demande quel job vous faites, si on dit pas je suis manager, j'ai tant de personnes sous mes ordres ou quoi que ce soit, aussitôt en face de nous, on a l'impression qu'on n'a pas réussi, quoi. Donc, en fait, avoir du pouvoir et des gens sous nous, c'est ça le critère de réussite ? Vous faisiez quoi avant d'être manager ? J'étais développeuse. J'étais d'ailleurs une super bonne développeuse, plutôt assez excellente. Du coup, j'étais bien notée. Et du coup, j'ai été promue plusieurs fois. Et donc, vous avez changé de métier ? En fait, devenu manager. Ouais, donc vous êtes passé de développeuse à manager. Donc c'est comme si dans une équipe de foot, le gardien passait attaquant comme ça parce qu'il était bon gardien. Enfin, c'est pas très logique. Du coup, si c'est pas logique en foot, pourquoi ça serait logique en informatique ? Alors, c'est différent parce que justement, c'est pas pareil. Ah. Bon, je m'explique. Un footballeur, tu le changes de poste ou de place dans l'équipe. Quoi qu'il arrive, il sera reconnu et par ses pairs et par le public. Et puis, en règle générale, j'ai rarement vu un footballeur qui perdait un salaire si jamais il changeait de poste. Donc la réussite, c'est le salaire ? C'est quand même... ouais, non ? Enfin, okay. C'est une bonne variable quand même, non ? Enfin, je sais pas. Bon, j'arrête de vous déranger. Bon. Du coup, manager égale réussite. Alors, la réussite du manager. Comme je disais tout à l'heure, ça vous donne quand même une certaine prestance dans les dîners, dans les soirées, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites. Ouais. Je suis manager, je gère 150 personnes. Voilà. Surtout, on se sent bien, on se sent ancré. Puis on a le pouvoir de décision sur le devenir des personnes. Ça fait du bien d'avoir le pouvoir. Et puis le truc, mon nom est dans l'organigramme. Puis il est bien dedans. Puis il est... Bonjour. Ouais. Excusez-moi de vous déranger avant que vous commenciez. Ouais. Vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, du coup, là, vous êtes en train de dire que la réussite, maintenant, c'est le fait de briller en société. Donc il faut... Ça vient de commencer. Mais... Vous êtes sûr, hein ? Non.
Moi, ça me plaît bien. Je veux dire, l'agilité, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange. Vas-y. Allez, bon, encore, par contre, juste une question. Parce qu'il y en a d'autres qui sont la question, c'est est-ce que c'est important de briller en société? D'être reconnu comme ça par, je sais pas, votre direction ou... Bon, c'est ma direction qui me donne une promotion quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est quand même important. Mais du coup, tout à l'heure, vous disiez que le salaire, c'était ça la réussite. Mais si du coup, votre direction reconnaît vos qualités, etc., que vous mangez avec le patron le week-end, c'est génial, mais par contre, s'il vous donne pas d'augmentation, c'est une réussite ou c'est un échec? Ah. Bon, je sais pas, mais je trouve ça plutôt valorisant s'il m'invite à manger le week-end chez lui. Bon, après, il faut savoir ce qu'il veut, vraiment. Mais en même temps, si en même temps, il me donne pas d'augmentation de salaire, je veux dire, mon banquier, je suis pas sûr qu'il le voit de la même façon. Donc, je suis pas sûr. Et du coup, dans la réussite, il n'y a pas tout ce qui concerne le bonheur ou je sais pas quoi. Vous êtes contente d'aller travailler? Vous vous sentez épanoui dans votre travail? Alors d'abord, toi, t'es épanoui peut-être, mais enfin, en passant là-dessus, c'est bon. Je suis divorcée 3 fois, j'ai fait un burn-out, j'ai été licenciée 4 fois. Enfin bon, moi ça me dérange pas. Et puis mes ex-maris sont plutôt contents de la pension alimentaire, donc voilà. Donc si maintenant, on va voir justement, je suis là pour vous accompagner dans comment devenir un manager. Et donc on part du bas de l'échelle, hein, bien entendu. Puis si on commence à briller un petit peu, à être bien noté, on va arriver au fait d'être chef d'équipe. Et puis, encore une fois, là, si on commence à encore mieux briller, on va arriver à chef de projet. Et puis un petit peu le semi-graal, directeur de projet, directeur technique et tout ça. C'est clair pour tout le monde, c'est bon? Une dernière fois, je suis désolé, pardon, désolé. Du coup, on va... Ok, bon, je pense... Allez, on va prendre la véritable présentation maintenant. Et Alec va venir me rejoindre. Je suis désolé. Je l'enlève ou sinon il va... Il y a le micro là. Donc... Je suis vraiment désolé, pardon. Il fallait qu'il y ait un relou. Donc, c'est le genre de conversation qu'on peut entendre. Allô? C'est le genre de choses que l'on peut effectivement entendre. Et on s'est dit... Merci pour vos réactions. On n'a pas eu les mêmes à Bordeaux. On a fait la même chose à Bordeaux, personne n'a interrompu. Ouais. Et on s'est dit, mais c'est pas normal, pourquoi on nous interrompt pas là? On est quand même en train de dire des trucs qui sont... Waouh, enfin je sais pas, moi ça me choque ce que je disais, je me sens mal dans mon moi, mais bon, je le fais. Donc voilà. Donc du coup, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que justement on entend beaucoup ça, et pourquoi le fait de devenir manager est souvent vu comme un petit peu un Graal dans la carrière professionnelle. C'est ça, et du coup nous on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire un petit peu évoluer nos croyances, enfin nos croyances et celles de tout le monde, et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir évoluer dans nos domaines respectifs et pouvoir rester fiers d'évoluer dans nos domaines respectifs. Donc on va commencer par vous faire une présentation. Vous m'entendez bien ou pas? Je suis pas habitué à avoir le micro. On va commencer par vous faire une présentation de ce qu'on a appelé les mauvais process de promotion. Vous en connaîtrez sans doute quelques-uns. Le premier, c'est le principe de Peter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous le principe de Peter. Non, non. Ok. Bon, tant mieux. Ceux qui connaissent, ouais. Du coup, en fait, le principe de Peter, il est simple. C'est on a tendance à évoluer dans la hiérarchie jusqu'à notre niveau d'incompétence. Ce que ça veut dire, c'est que là, vous êtes à votre poste, tout se passe bien, vous êtes compétent, et à partir du moment où vous êtes compétent ou compétente, et à partir du moment où vous êtes très compétent, on va avoir tendance à vous faire changer de poste et à vous faire passer au poste supérieur, souvent un poste de manager. Et comme ça va évoluer, jusqu'au moment où vous arriverez à un poste où vous ne serez pas suffisamment compétent, donc on ne pourra pas vous passer au poste supérieur, et donc vous allez rester à un poste pour lequel vous êtes incompétent. Et le problème, c'est que dans notre modèle actuel, on ne redescend jamais. On ne va pas pouvoir retourner au poste précédent pour lequel on était compétent. Donc ça, c'est le principe de Peter, c'est qu'au bout d'un moment, on sera incompétent à notre poste. Donc du coup, le principe de Peter a engendré pas mal d'études et pas mal d'analyses, et on a trouvé la nuance de Peter. Alors pour comprendre la nuance de Peter, il parle de 2 syndromes.
Le premier syndrome, c'est le syndrome de la pseudo-réussite. Le syndrome de la pseudo-réussite, c'est lorsque quelqu'un souffre d'affectation en fait intérieure, dépression nerveuse, insomnie, ulcère d'estomac, voilà, qui sont des signes en fait, d'après lui, de réussite administrative. D'accord. Et puis nous avons le syndrome du dernier poste. Le syndrome du dernier poste, la personne souffre des mêmes problèmes, des mêmes affectations. Par contre, elle va s'en servir pour expliquer sa propre incompétence. D'ailleurs, Alex, je m'excuse platement. Si j'avais pas eu cette migraine hier soir, franchement, j'aurais appris mon texte et je t'aurais pas foutu dans la merde tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la nuance de Peter. Ce sont ces deux syndromes. Et la nuance de Peter, on se pose la question de est-ce que, par contre, le travail de la personne reste utile ou pas? Si la réponse à le travail de cette personne reste utile est oui, la personne souffre véritablement du syndrome de pseudo-réussite. Si, par contre, la réponse à cette question est non, la personne souffre du syndrome du dernier poste. Et si, par contre, en tant que manager, on n'est pas capable de répondre à la question, je pense qu'on a peut-être atteint notre propre niveau d'incompétence et faut peut-être qu'on aille voir ailleurs. Et la parade de Peter, c'est un petit peu plus simple. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais c'est en fait simplement le fait de refuser une promotion, peu importe la raison, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce que ça nous fait peur ou quoi que ce soit, mais c'est refuser une promotion. Ensuite, on a le principe de Dilbert. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs la BD Dilbert. Mais du coup, là, le principe, c'est de dire qu'on va mettre les personnes les moins compétentes aux postes les moins dangereux. Et je suis désolé pour ceux qui se sont assis tout à l'heure, mais c'est les postes de manager. C'est, d'après le principe, d'après le principe, c'est là où on est censé faire le moins de dégâts. Voilà. Donc, d'après Dilbert, effectivement, comme là où on fait le moins de dégâts normalement, c'est en tant que manager, eh bien, on promet les gens incompétents au poste de manager. Tout le monde le sait bien. C'est là où on fait le moins de dégâts. On est d'accord, hein, en tant que manager. Et donc, du coup, vous avez pas mal de petites choses sur le fait de promouvoir juste pour promouvoir. Donc, nous avons la sublimation percutante. La sublimation percutante, eh bien, je passe d'un poste improductif à un autre poste improductif, puis à un autre poste improductif. Voilà. Mais de toute façon, il ne faut surtout pas que je produise. Surtout pas. Il y a trop de risques. Nous avons ensuite la magnifique arabesque latérale. Et donc l'arabesque latérale, si je me rappelle bien, c'est le fait de promouvoir quelqu'un en fait en changeant son titre, en lui donnant un titre coordinateur stratégique du système d'information de je sais pas quoi. Personne n'est capable de dire ce que ça veut dire, d'expliquer ce que ça veut dire, mais la personne est contente, elle a un titre un petit peu ronflant, elle a son bureau, elle a machin. Ouais, mais elle n'a pas eu d'augmentation de salaire. Mais elle n'a pas d'augmentation de salaire. C'est juste le titre. Mais c'est déjà bien. Ouais. Et ensuite, nous avons la lévitation hiérarchique. Donc la lévitation hiérarchique, je reste à mon poste, je suis ancré, je suis manager. Ah, par contre, j'ai plus du tout de personnes sous mes ordres. J'ai plus personne. Surtout, puis on m'a laissé dans un petit bureau bien à côté, voilà. Mais je reste avec mon titre et je suis manager. Donc là, le niveau d'incompétence est atteint, mais on n'est pas encore complètement conscient du fait qu'on est incompétent. Là où, par contre, on va commencer à aborder les points un peu sympathiques. Donc, le premier, c'est l'incompétence créatrice. Donc là, on n'est pas forcément incompétent. Par contre, on n'a pas envie d'être promu. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est qu'on fait exprès de mal faire son travail pour qu'on ne soit pas tenté de nous donner une promotion. Ensuite, là, on a les deux principes qui sont sympas, c'est la spécialisation dans le détail. Donc ça, c'est génial. Là, on est au courant qu'on est incompétent, mais on ne veut pas que ça se sache. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir dans quel domaine inutile, en général, on peut être bon. Tout à l'heure, on avait comme exemple ranger des post-it. Voilà, celui-là, c'est vraiment la meilleure personne pour ranger des post-it. Et à partir du moment où on va être le meilleur dedans, on va se dire ouais, c'est bien, on sert à quelque chose. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit bah moi aussi je sais ranger des post-it, bah on va dire bah moi je sais ranger des post-it roses. Voilà, c'est tout le temps on va aller dans la spécialisation jusqu'au truc inutile pour essayer de faire croire qu'on est compétent dans un domaine. Et ensuite, alors moi ça je l'ai jamais rencontré, mais on a l'aberration totale. Bah là on arrête complètement de faire son travail et on attend de voir ce qui va se passer. Voilà, on fait juste plus rien du tout.
Voilà. Et on a l'inversion de Peter. Je ne vais pas vous faire le poirier. Le poirier. Je sais pas faire. Moi, je veux bien désolé. Tu veux essayer, ouais. Donc l'inversion de Peter ou l'automatisme professionnel, où là, notre évaluation, en fait, on sera bien évalué par notre hiérarchie, mais alors sur des variables un peu ridicules, comme quoi, ah ouais, non, lui, il est super bon, il arrive tous les jours à l'heure. Top. Et il y a un petit exemple là-dessus qu'on a lu, en fait, sur un truc des douaniers, où il y a, avant d'arriver à l'aéroport, voilà, il y a un mec qui arrive dans le magasin pour l'aéroport, il va acheter de l'alcool, mais il voudrait savoir de combien de litres d'alcool il a le droit pour passer, pour pas en acheter trop et se le faire prendre. Et l'employé du magasin lui dit « Ah ben ça c'est pas mon problème, c'est les règles des douaniers. Je n'interviens pas là-dedans. Je n'ai pas le droit d'intervenir. » Et donc, cette personne était entre deux eaux parce que soit il répondait au client et du coup il allait se faire tacler par sa hiérarchie, puisque ça n'est pas son job, il n'a pas été embauché pour ça, ce sont les règles d'une autre équipe ou même de notre département. Ou alors, il ne répondait pas, mais il se sentait mal quand même parce qu'il avait quand même envie de répondre à ce client. Et donc ça, c'est l'inversion de Peter. On a découvert plein de trucs en faisant cette presse. Et donc, on en est arrivé à se demander si tout ne dépendait pas de l'autorité. Premier exemple qu'on a trouvé, je pense que tout le monde connaît Churchill, et je pense que tout le monde le connaît pour ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale, où il était Premier ministre de Grande-Bretagne. Donc tout le monde le reconnaît comme un grand stratège, etc., etc. Ce qu'on sait un petit peu moins, nous, en France, c'est que il s'est fait tacler, mais méchamment, pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il a essuyé une grosse défaite en 1915, lors d'une bataille de Dardanelles. Voilà. À cette époque, il était premier lord de l'amirauté, c'est l'équivalent du ministre des armées maritimes. Et en fait, il avait mis en place une stratégie qui devait normalement battre à plat de couture les Allemands, et en fait, c'était une défaite monumentale. Et on s'est rendu compte en fait par la suite. Donc à ce moment-là, il s'est fait tacler. C'était une grosse erreur. C'était sûr que ça allait pas marcher, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec un petit peu plus de recul que toute la stratégie qu'il avait mis en place, il l'avait mise en prévenant le Premier ministre de l'époque, mais le Premier ministre n'avait pas diffusé certaines informations qui auraient pu mettre en évidence que cette stratégie était pourrie. Donc parce que le Premier ministre a fait de la rétention d'informations et a voulu garder des informations cruciales, la stratégie n'était pas bonne. Donc en l'occurrence, on voit qu'il y a une personne qui, à un poste inférieur, fait des erreurs. Quand on le passe à un poste encore plus élevé, quelqu'un de très compétent. Et donc en travaillant sur ces problèmes de savoir l'autorité hiérarchique et tout ça, on est tombé sur ça. Les super incompétents et les super compétents. Eh bien, quoi qu'il arrive, ces deux profils sont à éliminer. C'est ce qui est dit dans la théorie, attention. Pourquoi ils sont à éliminer ? Parce que le super incompétent, il va vous faire perdre du temps, de l'argent, il va vous faire perdre des clients, il va faire que des bêtises. Le super compétent, lui, par contre, pour certaines hiérarchies, il va faire peur. Il va faire peur, pourquoi ? Parce que, étant super compétent, il va se permettre de remettre en question des décisions hiérarchiques. Il va même peut-être se permettre de remettre en question toute l'organisation. Et en cherchant ça, on est tombé sur un truc que j'affectionne particulièrement, la hiérarchologie relativiste. La hiérarchologie, c'est l'étude de la diffusion des incompétences dans une hiérarchie. Voilà. J'étais super contente de trouver ça, mais c'est une véritable étude à première vue, et donc qui vous indique bien que, quel que soit votre niveau de compétence, de toute façon, tout va dépendre du niveau de compétence de votre hiérarchie directe. Et donc, si vous êtes un employé super compétent, la seule manière d'être promu, c'est d'avoir une hiérarchie elle-même super compétente. Voilà. Vous pouvez aller regarder sur Google, c'est super intéressant. J'adore le mot hiérarchologie. Avec tout ça, avec tout ce système de promotion, nous, on est venu à se dire que y avait forcément un paradoxe. Vous êtes sans doute tous et toutes dans le milieu de l'IT. Vous savez que c'est assez compliqué de recruter des techniciens compétents.
On est tous tout le temps en train de recruter, et en même temps, pour pouvoir promouvoir et valoriser les techniciens qu'on a à l'heure actuelle, enfin en tout cas les bons profils, bah, le modèle actuel nous dit passez-les managers. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche de bons techniciens, et les bons techniciens qu'on a à l'heure actuelle, on les passe managers. Donc on perd de bons techniciens pour gagner de nouveaux managers, et potentiellement ces managers, vu qu'ils connaissent pas le métier, ils vont pas être bons. Donc on perd des bons et on gagne des mauvais, ce qui est pas logique. Bon, c'est gentil, mais Alec, du coup, on fait quoi? On passe à la slide suivante. Non, moi, je l'aime bien celle-là, pourtant. Non, bon. Et du coup, c'est ce qu'on disait en début de présentation. Comment est-ce qu'on peut faire pour permettre aux personnes qui brillent dans leur domaine d'être mieux valorisées, de pouvoir rester dans leur domaine de compétences tout en s'élevant dans ces domaines-là, et sans avoir à forcément accepter un poste de manager. Et donc, en travaillant là-dessus, on s'est dit qu'il fallait d'abord que l'on regarde vers ce qui était le sentiment de la réussite, en fait. Qu'est-ce qui fait que on a l'impression de réussir ou pas? Claude Dubar, dans son livre, parle de deux identités, en fait. Il y a l'identité, notre identité à nous, l'identité de notre image à nous-mêmes, et l'identité de l'autre, c'est-à-dire l'identité que l'autre va nous envoyer, l'image que l'autre va nous envoyer. Et donc la place, du coup, de l'autre est une composante absolument essentielle et primordiale dans notre propre sentiment de réussite. Et donc là-dessus, on a regardé les travaux et on s'est dit, il faut renforcer ce sentiment de réussite. Comment le renforcer? On n'a pas été inventer des choses. On a vu Jürgen Appelo déjà avec les kudos cards, les kudos wall. Kudos, c'est merci, en fait. C'est juste dire merci. Mais on ne dit pas juste merci à la personne, on l'écrit sur une carte et puis on peut le montrer à tout le monde. Voilà. C'est la célébration. Et c'est la célébration continue. C'est-à-dire on célèbre tout, même les petites choses, c'est pas grave. Mais on n'attend pas d'être arrivé à quelque chose d'abouti pour célébrer et pour accompagner justement ce sentiment de réussite. Et les remerciements, des fois, ça peut être extrêmement utile même pour nous-mêmes, parce que des fois, on nous remercie de choses, franchement, on ne savait même pas que l'on avait fait ça. Vraiment. Donc ça peut, en plus, nous apprendre énormément sur nous-mêmes et nous donner cette image de l'autre qui va nous faire penser qu'on réussit. Du coup, on va essayer de travailler sur cette identité de l'autre. Le salaire. Enfin, la rémunération. Comme ça, c'est encore plus large. Qui travaille gratuitement ici? Ah, ok. C'est bien. Du coup, ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que travailler gratuitement, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Mais on s'est même demandé si la rémunération, c'était, comme on le disait tout à l'heure pendant cette petite scène un peu malaisante, est-ce que le salaire, c'est vraiment le symbole de la réussite? Est-ce que, même vous-même, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, de savoir s'il y avait un salaire minimum pour lequel vous vous diriez, là, en fait, je ne me préoccupe pas de mon salaire, je sais que je peux vivre, j'ai pas besoin de regarder mes comptes, je sais que ce salaire-là correspond à mon train de vie et au travail que je donne. Et on s'est même posé la question de, est-ce que pour vous, il y aurait un salaire qui serait indécent? Ou vous dites, non, là, je suis trop payé, c'est pas possible, j'apporte pas suffisamment à l'organisation pour mériter ce salaire-là. Donc comment est-ce qu'on peut faire dans qu'est-ce qu'on peut apporter pour faire en sorte que la rémunération en fait soit l'un des critères, alors qu'à l'heure actuelle c'est souvent l'un des gros critères de la réussite. Il y a des entreprises, alors là sur les exemples qu'on va donner, c'est des exemples qui se passent principalement aux États-Unis. En France on a encore des petits problèmes avec l'argent, on ne discute pas trop salaire parce que c'est... Voilà, l'argent c'est sacré. Il y a une entreprise aux États-Unis, je me rappelle plus du nom. Il y a le fondateur, voilà, Dan Price, ouais. qui après une discussion avec différents salariés s'est rendu compte qu'ils considéraient que leur salaire, le salaire minimum, était vraiment trop bas et qu'ils n'arrivaient pas à vivre, qu'ils n'étaient pas contents au travail, etc. Ce qu'il a décidé de faire, c'était d'augmenter le salaire minimum. Donc comme ça, tous les plus bas salaires remontaient. Donc ils ont passé le salaire minimum à $70,000. Et en contrepartie, vu qu'il voulait pas faire perdre d'argent à sa société, lui, il a baissé son salaire de PDG.
Donc ça, c'est déjà une des premières solutions. C'est bien, c'est un petit peu, c'est gentil pour tout le monde. On s'est aussi dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'augmenter tout le monde en même temps? Comme ça, on a vraiment un sentiment d'équipe, c'est-à-dire que si on réussit quelque chose, on réussit tous ensemble. Et ben, on est tous augmentés ensemble, on est tous récompensés ensemble de la même manière. Et ensuite, ça, dernière chose, et ça, je pense qu'en France, ça serait un peu compliqué à accepter. Alors, depuis le dernier Agile Tour, quelqu'un a écouté la presse et nous voir. Il y a effectivement une entreprise AENT, quelque chose comme ça, je crois qu'elle est à Pau. Et donc, les salariés décident entre eux des bonus. Tous les bonus sont décidés entre eux. Donc, la dernière fois, à l'Agile Tour, on disait qu'en France, ça n'existait pas. Bah si. Voilà, ça commence déjà en France. Ils font pas encore complètement sur les salaires, aux dernières nouvelles, mais en tout cas, ils le font sur les bonus. Donc effectivement, certaines entreprises n'hésitent pas à aller plus loin. Le bien-être aussi, c'est un symbole de réussite. Être bien dans son travail et aller au travail avec le sourire, ou pouvoir avoir... être sur votre lieu de travail. Si vous faites du télétravail, le fait d'être content, c'est quelque chose qui est important. Mais nous, on s'est demandé aussi, est-ce que le bien-être, c'est uniquement avoir une console de jeu dans la salle de pause, avoir une salle de sport, une cantine, un cuistot, quoi que ce soit, des réductions sur les billets de cinéma? Est-ce qu'on pourrait pas avoir des choses un petit peu plus simples, un petit peu moins matérielles et moins pécuniaires, on va dire, comme juste des collègues avec qui on se sent bien, pouvoir choisir les technologies avec lesquelles on travaille, pouvoir décider de nos horaires, parce qu'on n'est plus forcément dans un modèle maintenant 9h-17h, encore moins dans notre métier, pouvoir être autonome, pouvoir tout simplement mais être respecté par d'autres personnes, des temps de trajet courts, je sais pas comment c'est ici, mais nous sur Bordeaux c'est insupportable le matin, c'est 50 minutes pour faire la moitié de la rocade. Enfin voilà, est-ce que juste ces petits éléments-là permettraient pas d'augmenter notre bien-être et donc de renforcer ce sentiment de réussite? Et pourquoi on pense à tout ça aussi? Tout à l'heure, on parlait d'identité et de l'image de l'autre, en fait, que cela nous renvoie. C'est que nos schémas sociaux sont déréglés par rapport à avant. Tout à l'heure, je parlais de Dubar et de la crise des identités. En fait, c'est on voit de plus en plus de crises identitaires et de crises existentielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre identité intégrée, qui normalement est basée sur l'identité sociale, professionnelle et intime, est actuellement déréglée parce que sa part la plus importante est l'identité professionnelle. Souvent, quand on regarde les SDF, c'est pas de faim qui meurent en règle générale, c'est d'abandon. C'est du fait de ne pas être reconnu du tout. Pourquoi? Parce que l'identité intégrée est principalement professionnelle. Petite anecdote, je suis une formation en ce moment pour devenir coach en développement professionnel. Lors du début de la formation, on est 20 personnes dans la promo. On nous a demandé de nous présenter en 1 minute. 19 personnes sur 20 se sont présentées en personnellement pas plus de 15 secondes. Les 45 autres secondes étaient sur notre boulot. Il n'y a qu'une seule personne sur 20 qui n'a même pas mentionné son travail. Rien du tout. Elle n'a mentionné que ses valeurs, que ce qu'elle était, que ce qu'elle aimait faire, les hobbies, le cinéma qu'elle aimait. Malheureusement, c'était pas moi. J'aimerais vraiment vous dire que c'était moi, mais c'était même pas moi. Mais par contre, ça m'a fait prendre une claque. Effectivement. Ce que cela dit, par contre, c'est que, du coup, les schémas sociaux sont déréglés. Du coup, notre vie professionnelle ne peut plus suivre les règles qui existaient auparavant, lorsqu'on avait une identité intégrée qui était bien équilibrée. Et maintenant, le management d'avant est complètement dépassé. Cela ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que quand on va au travail, comme c'est une part tellement importante de notre identité intégrée, eh bien, on a besoin de s'y retrouver. On a besoin de retrouver nos valeurs, on a besoin de se sentir bien et de se sentir en adéquation, on dit en français ou pas? Oui, pardon, désolé. En adéquation avec... Oui, elle est bilingue. Excusez. Et donc, les modes de travail d'avant sont obsolètes. Le management par la peur ou
on a les cerveaux qui pensent, et puis après, on a ceux qui font en bas, ça ne fonctionne plus. Et donc des nouveaux modes de gouvernance sont apparus. On en a mis 3. Adocratie, parce que je l'ai découvert il y a 3 jours en retravaillant la presse, je le connaissais pas. Adocratie, en fait, c'est cette façon de faire que les équipes vont se créer sur un projet bien particulier. Lors de ce projet, ils vont être en autonomie pratiquement complète. Tout ce qui est, il n'y a pas vraiment de formalisation, c'est assez flexible, assez souple. Mais par contre, une fois que le projet est terminé, blanc, ils vont ailleurs, ils vont aller rejoindre une autre équipe qui va se reformer. Sociocratie, c'est celle qu'on connaît peut-être un peu le mieux, Alec et moi, parce que c'est un peu notre organisation actuelle, là où on travaille. C'est une organisation en cercle, en fait. Et chaque cercle est entrelié avec d'autres cercles. Il y a des élections sans candidat de représentants de chaque cercle, des doubles liens, ce qu'on appelle des doubles liens en fait, qui vont faire à chaque fois le lien descendant et le lien ascendant vers les autres cercles. Le système de décision est un système par consentement, à peu près. En tout cas, la plupart de nos cercles sont passés par là. Donc voilà, c'est celui qu'on connaît le plus. Et puis après, il y a l'holacratie, qui est quand même assez proche de la sociocratie aussi, où encore une fois, le leadership est plutôt un leadership d'influence qu'un leadership de contrôle ou de statut. Mais alors, quelles solutions pouvons-nous proposer pour pouvoir s'épanouir vraiment dans notre domaine de compétences ? Donc là, on a fait un constat que il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Il y a ce qu'on appelle la double échelle. En fait, c'est le fait de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer dans sa profession, mais en choisissant de quel côté de l'échelle on veut monter. Est-ce qu'on veut continuer à progresser dans un domaine technique, et dans ce cas-là prendre des responsabilités d'un point de vue technique ? Donc on le voyait dans la petite présentation tout au début, on commence développeur, ensuite on devient lead développeur potentiellement, ou expert technique, on se focalise dans un domaine, ensuite on devient architecte, etc. Et voilà ce que pourrait être un cheminement classique. Et en général, ce qu'on n'a pas eu le temps de dire parce que forcément vous êtes intervenu à juste titre, en général, après architecte, si vous restez dans la même boîte ou si vous changez de boîte, vous allez devenir directeur technique et donc vous passez à un poste de manager. À l'heure actuelle, c'est un cheminement relativement classique. Donc ça serait un cheminement technique. Mais à côté de ça, rien ne nous empêche d'être développeur. Et en fait, on se rend compte que vous avez les compétences et les qualités pour pouvoir être manager. Dans ce cas-là, vous passez de l'autre côté de l'échelle et vous devenez chef de projet ou facilitateur selon les organisations, directeur de projet ou manager. Enfin voilà, oui, pouvoir seulement avoir le si choix. On en a envie et si on en a l'envie et si on en a les compétences surtout. C'est la slide d'après où on parle des... du coup, comme il y a quand même des personnes qui aiment ça, le management, il faut aussi que ces personnes-là puissent faire leur métier et le faire bien. Parce que c'est pas un gros mot. On s'est moqué un petit peu des managers en début avec manager 1.0 que représentait Vanessa. C'est pas un gros mot et c'est pas grave. C'est pas le mal, les managers. Au contraire, il y a de très très bons managers, mais qui en général doivent avoir ces soft skills. On n'a pas réussi à le traduire en français. C'est des compétences innées, on va dire, des qualités innées. Ouais, parce que les traductions, c'est compétences molles, c'est pas très simple. Ouais, compétences. C'est franchement ça donne pas envie. Non. Mais voilà, la motivation, pouvoir motiver les équipes, leur faire comprendre qu'elles ont une place dans l'organisation. Être capable de gérer son stress et de ne pas le rediffuser, de ne pas le redéployer sur les équipes, faire confiance aux personnes, être disponible pour les personnes. Voilà, toutes ces choses-là, l'empathie, toutes ces choses-là, c'est des compétences. On peut les avoir en soi directement, on peut les travailler. Il y en a qui sont à mon avis un peu compliqués à travailler, mais on peut les travailler. Mais à partir du moment où on a ces capacités-là, ces compétences en soi, on peut devenir un manager et donc pourquoi pas le faire ? Si on a envie, pourquoi pas le faire ? Effectivement, parce que avoir ces compétences va dans l'objectif qu'en tant que manager, on est là pour aider les équipes
à créer de la valeur, à travailler ensemble. On n'est pas là pour mettre des freins. Et souvent, c'est par notre propre incompétence ou notre propre peur que l'on met des freins. Donc il y a besoin d'accompagner. Tu la prends, celle-là ? Allez. Et du coup, il faut accompagner ces managers. Il faut pouvoir les former, les coacher. Donc là, après, je te laisserai parler de la partie management 3.0 vu que tu maîtrises un petit peu plus que moi. Mais voilà, on est tout le temps dans cette dynamique bienveillante de il faut former les managers de demain. Les managers de demain sont des personnes qui ont les qualités pour être manager. Tu peux peut-être parler de Host Leadership. Je sais que c'est... Oui, donc les formations, j'en ai mis 3 parce que ce sont les formations que je connais et que l'on pratique beaucoup chez nous. Mais le Solution Focus, aller plutôt vers aider la personne à aller vers son idéal plutôt que de revenir toujours sur ce qu'ils ont mal fait ou sur les problèmes. On laisse les problèmes de côté et puis on va voir sur comment on peut justement améliorer, comment on va aller se focuser sur ce qui est mieux. Le Host Leadership, je crois qu'Aurélien Morvan en a parlé hier, si vous étiez là. C'est le fait en tant que manager, alors on a beaucoup parlé du Scrum Master qui est le Servant Leadership. Là, c'est plus loin, c'est le Host Leadership. En tant que manager, je vous invite. Voilà, vous êtes mes invités. Et donc mes postures vont changer suivant à quel niveau je suis. Donc en tant que manager, des fois, je vais me retrouver au milieu de vous. Voilà, je suis invité, je vous ai invité à ma table et vous êtes autour de la table avec moi comme invité. Mais il y a des moments où il va falloir que j'aille me retirer dans la cuisine. Pourquoi ? Pour aller préparer des trucs, pour réfléchir. Il y a d'autres moments, je vais peut-être me mettre au niveau du balcon, juste pour observer ce qui se passe. Pas pour juger, pour juste observer. Observer, accueillir tout ce que je reçois, tout ce que je vois, et après pouvoir aller plus loin. Et puis, au service de l'équipe, du coup. Pardon ? Du coup, le manager est au service de l'équipe, alors que actuellement, dans beaucoup de modèles, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et les management 3.0, donc toutes les techniques et outils de Jürgen Appelo. Voici les processus, en tout cas, de formation de nos managers, de nos leaders chez nous. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est extrêmement important d'accompagner des personnes qui veulent devenir manager ou qui veulent rester manager. Voilà. Est-ce qu'il nous reste du chemin ? Je pense qu'il reste toujours du chemin. Donc on a pensé juste à un petit truc. Il y a plein d'idées, il y a plein de principes, il y a plein de théories. Et on s'est dit, si nous on faisait juste notre cocktail en fait. C'est ça. Déjà, premier point, essayer d'éliminer au maximum les organigrammes, essayer d'aplatir au maximum la hiérarchie. C'est toujours un peu compliqué, surtout quand on est dans des grosses organisations déployées à l'international, etc., où là c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas envie de faire la promo de là où dans la boîte dans laquelle on travaille, mais depuis quelque temps, on essaie de mettre en place, depuis 3-4 ans, on essaie de mettre en place une hiérarchie un peu plus plate, où on n'a que 3 niveaux entre le big boss PDG et moi. Il n'y a que 3 niveaux. Il y a les partenaires, les leaders et les associates. Et en fait, on a que, il y a que ces niveaux de hiérarchie-là. On n'a pas, si j'ai envie de parler directement au PDG, je peux, il n'y a pas de problème, il est capable d'écouter. Ce genre de choses-là, éliminer les organigrammes et enlever les niveaux, ça permet de faciliter la communication et donc d'avoir un meilleur management. La transparence. La transparence dans le sens où, si je n'ai aucune information supérieure à quelqu'un d'à côté, je n'ai aucun désir, aucun besoin de détenir, de retenir cette information, pas parce que j'aime le pouvoir, mais pour me sécuriser, pour être sûr de, voilà. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes vont faire de la rétention d'informations, juste parce qu'ils se disent, si j'ai cette information et pas les autres, du coup, je suis en sécurité. Je vais pouvoir aller faire des choses. Alors que si on est transparent, alors on dit pas transparence sur tout, bien entendu, il y a des choses qui sont sûrement confidentielles, stratégiques, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais soyons transparents le plus possible et du coup, on va éliminer cette variable du fait de ce pouvoir de détention d'informations. Bon, le point suivant, il est plutôt classique, on va dire. Essayer de valoriser l'autonomie et la prise de décision collective. Là, il y a toutes les valeurs agiles qui disent que c'est ce qu'il faut faire. Dans les valeurs de Scrum, c'est les mêmes. C'est laisser ceux qui font
décider de comment on va le faire. Donc il faut laisser. De toute façon, à partir du moment où on donne des responsabilités à des personnes, et on voit ça aussi avec les enfants, c'est que on a envie de base, l'humain a envie de faire de lui-même, et comment dire, a besoin de se responsabiliser et de dire bah ça c'est moi qui l'ai fait, je vais avoir mon sentiment de fierté, et vu que c'est moi qui l'ai fait, je vais tout donner pour que ça soit fait de la meilleure manière possible. Donc en fait, en donnant de l'autonomie aux gens et donc en faisant de la vraie délégation, de la délégation de responsabilité et pas d'action, de décision et pas d'action, bah déjà on se décharge un petit peu de certaines tâches, et en plus de ça, ça sera certainement mieux fait parce que ça sera fait par une personne qui a envie de le faire parce qu'elle a envie de prouver des choses à elle-même ou au reste de l'équipe. Alors après, on pourra décider des salaires. Bon, je sais pas encore trop ça. comment. C'est une autre piste à explorer. Et je veux bien prendre le dernier. Élisons nos managers. Pourquoi je veux bien prendre le dernier? Parce que encore une fois, c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais là où on est actuellement, chaque associate, on lui a donné un leader en fait, et chaque associate a le droit de changer de leader. Il peut changer de leader comme il l'entend. Il peut aller voir la RH et changer de leader. Ça m'est arrivé. Et j'accompagne les autres leaders, en fait, justement, de ne pas le prendre personnellement et de ne pas le prendre comme une attaque. C'est juste, voilà, pour l'intelligence et pour la collaboration, eh bien, on peut avoir des affinités avec une personne plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que l'on vous rejette en tant que leader, c'est juste on travaille par affinité. Vanessa était ma leader et j'ai voulu changer. Effectivement. Et on est à l'Agile Tour ensemble. Donc c'est pour vous prouver. Bon, je le frappe après, mais là je pouvais pas, vu qu'on allait faire l'Agile Tour ensemble, je pouvais pas le frapper. C'est ça. Mais voilà. Non, j'avais déjà suffisamment bien embêté une autre personne. Je me suis dit bon, je vais continuer. Donc voilà, c'est nos petites choses que l'on a pu voir, que l'on a pu étudier. Avant de vous dire merci, on voudrait juste partager sur le fait que cette conf, elle a été faite à 5. Et on voudrait dire merci aussi aux 3 autres. Alex Lamontagne, qui est reparti au Québec, là, pour l'instant. Charles, Henri et Pierre. C'est une conf qui a été coécrite, co-pensée. On a essayé des trucs, on s'est dit... Vanessa est venue nous voir en nous disant j'ai postulé à l'Agile Tour de Grenoble, j'ai mis ça comme sujet, j'ai un début de contenu, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a constitué un groupe de travail en se disant ok, on va essayer de te filer un coup de main, de te sortir de ce truc-là. Et puis on a essayé des trucs, on a essayé des ateliers, des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et puis au final, on en est arrivé à se dire tiens, on va essayer de mettre un petit malaise en début et avoir une manager vraiment à la ramasse, un petit con qui vient juste pour rajouter son grain de sel. Et puis on a hésité même jusqu'à tout à l'heure de savoir est-ce qu'on va la faire cette scénette parce que un peu comme ça aussi. Hein. et puis on est arrivé à ça qui du coup nous amuse. J'espère que ça vous aura aussi un petit peu amusé, même si ça vous a énervé. Ouais, donc voilà, donc effectivement c'est parti de là quoi. C'est parti de j'avais proposé un truc, j'avais rien dedans. Voilà, j'avais juste une idée, un truc comme ça, et puis je me suis dit voilà, on a un cercle agile, autant que ça serve à quelque chose quoi, merde. Hein. Non, voilà. Écoutez, mais merci beaucoup en tout cas. On voulait juste partager nous nos petits trucs, nos petites pensées et puis nos petites recherches. En espérant que ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on vous a pas demandé si vous aviez des questions. Je suis désolée. Je sais pas s'il reste du temps. Je sais pas si vous avez des questions. Sinon, on sera encore là jusqu'à 17h. Oui. Ah. La filière manager est souvent une unité de production. Donc la filière manager est souvent réservée aux managers opérationnels. Une filière expertise. Je vais pas le jeter parce que. Mais on a aussi une filière projet. D'accord. Ça existe. Ça permet d'évoluer. Je sais pas si tout le monde entend bien.
Ouais. Je ne sais pas si tout le monde m'a entendu. Donc il y a 3 filières. Oui, là où je travaille, on a 3 filières d'évolution en fait. Et moi, je travaille dans la microélectronique. J'ai travaillé aussi à Toulouse chez Motorola il y a très longtemps. Et il y avait déjà ces 3 filières. Donc il faut savoir que ça existe en fait une filière manager qui est plutôt manager opérationnel. Donc ce sont ceux qui dans les différentes fonctions, que ce soit l'IT, la production, le juridique, etc. Donc évoluent sur une filière de management. Il y a la filière expertise, c'est-à-dire les gens qui n'ont effectivement, comme vous au début, qui vouliez vraiment pas être manager, et pourquoi pas, et je dirais tant mieux, mais qui évoluaient aussi haut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important aussi d'avoir ça, parce que souvent, les entreprises font évoluer l'expertise, mais pas forcément aussi haut. Mais pas forcément aussi haut que les autres. Ouais. Voilà. À Motorola, il y a bien longtemps, c'était aussi haut. Alors par contre, l'expert qui était aussi haut que le directeur européen, c'était un expert reconnu dans le monde, par exemple. Voilà. Mais voilà, donc il y a ces trois filières, et la filière projet a été créée justement pour ceux qui ne sont pas forcément experts, ils n'ont pas forcément voulu approfondir, je dirais, une fonction d'expertise. Il y a ceux qui ne veulent pas effectivement avoir à manager, c'est-à-dire à se retrouver devant une personne à la fin pour lui dire ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien, enfin, etc. Moi, j'écoutais avant et c'était vraiment intéressant. Et donc, il y a des personnes qui se retrouvent dans cette fonction projet. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer en tant que manager et responsable de projet. C'est pour ça que je suis resté debout à la fin. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Ok, Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup.